Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. Dans la vallée déserte, le vent se lève, souffle sur la cordée qui avance pas à pas, seul, loin de tout. Jean Hannequin fait partie de ceux qui préfèrent aux vallées populaires l'intimité des massifs discrets. Au Népal, au Japon, en Iran, Jean est un guide des montagnes du monde, en quête de l'oxygène rare et des lumières d'altitude, à contre-pied de la performance, seul compte pour lui l'aventure. C'est ce désir qui, en 2021, le pousse à emmener quelques clients au Népal sur la route du Pambari, à presque 7000 mètres, à l'ombre du Manalu, proche de la frontière avec le Tibet. Un sommet quasi secret qui le hante depuis son échec en 2016. Son esthétisme et sa ligne de ski en font une montagne de choix. Une course facile, certains diront, pourtant la météo capricieuse en décidera autrement. Ils le savent, là-haut, l'imprévu s'invite toujours au voyage. Rien n'est écrit. Je m'appelle Jean Hannequin, je suis guide de haute montagne. Je peux surtout me caractériser comme guide des montagnes du monde, parce que depuis 30 ans, je tourne autour de la Terre à découvrir le monde sur le plan montagne essentiellement, et surtout mon envie d'aller découvrir le monde. Alors c'est vrai que ça s'est fait par plusieurs phases. Il y a eu surtout une phase très passionnée sur la haute altitude dans les années 90-2000, et au fil des années, moi je me suis attaché à chercher les vallées un peu reculées, les sommets qui sont au fond des vallées. Donc l'année dernière, on est parti sur un sommet qui s'appelle le Pambari. Pambari, je pense que très peu de personnes connaissent ce sommet. C'est un sommet qui se situe au nord du Manaslu, à la frontière avec le Tibet. D'où vient cette idée d'aller sur ce sommet ? En fait, moi j'ai fait 22 expéditions de plus de 7000 mètres, que ce soit en Inde, au Pakistan, au Népal. Ça a été un peu vraiment ma passion d'aller sur ces sommets. Et au fil des années, ce qui m'a attiré, c'est ces sommets qui sont méconnus, ces sommets où on va se retrouver seul au camp de base. Une expédition pour moi, c'est pas forcément que gravir, c'est aussi plonger dans une ambiance, des émotions qu'on vit, et c'est aussi peut-être s'éloigner de ce monde dans lequel on vit. On se retrouve vite dans des refuges bondés, dans des remontées mécaniques saturées et autres. Et le monde de l'expédition, c'est justement s'échapper de ça et d'aller un peu plus loin. Et puis il y a aussi une chose qui m'attirait, c'est que je ne peux pas négliger dans le regard que j'ai sur le choix de la montagne. C'est aussi les peuples qui vivent au cœur de ces montagnes. Marcher, gravir, pousser sur les pieds, que ce soit dans les Alpes ou à l'autre bout de la Terre, parfois c'est un peu la même chose, quoi. Ce qui donne du sens et du relief, c'est cet engagement, c'est cet éloignement, et puis c'est aussi les gens soit avec qui on va travailler sur place, soit avec qui on va partager ces moments là-bas, et d'essayer de comprendre qui sont ces gens qui vivent au fond de ces vallées. Je ne peux pas en parler sans évoquer un personnage qui pour moi est quand même primordial dans cette recherche de sommet au cœur de cette vallée. C'est Paulo Grobel, c'est quelqu'un qui habite à la Grave, c'est quelqu'un de passionné d'Himalaya, c'est surtout quelqu'un de passionné de découverte aussi. C'est lui qui est remonté redécouvrir cette vallée, et en particulier ce sommet. Moi, je l'ai tenté en 2016. On était une toute petite expédition, on était seulement 3. Et puis, on a eu des conditions abominables, de la neige. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a fait demi-tour parce que les risques d'avalanche étaient vraiment trop importants. C'est une montagne qui fait 6983 mètres. Le camp de base, il se situe à 4600 mètres à peu près, entre 4003 et 4006, parce qu'il y a 2 camps de base, on en parlera tout à l'heure. C'est un sommet qui a été gravi par des Japonais en 1976. Ils ne sont pas passés
par le même itinéraire que nous. Ils sont passés par un glacier qui est un peu plus à gauche, qui à l'heure actuelle n'est plus fréquentable du tout parce que c'est devenu ce qu'on pourrait caractériser d'un ice fall avec un clin d'œil à l'Everest. C'est un glacier très fracturé et des crevasses presque infranchissables, quoi. Je suis guide de haute montagne et c'est vrai que ces 30 dernières années, je me suis attaché à monter des expéditions pour y emmener des gens. C'était vraiment c'est une de mes passions de guider à ces hautes altitudes et d'emmener des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de ces altitudes ni d'une expédition avec toutes les contraintes, dormir, manger et porter des gros sacs, quoi. Au fil de mon parcours en expédition, ça fait quelques années que j'ai décidé que je ne veux plus être tout seul comme guide. Essentiellement parce que je crois beaucoup au regard croisé. Et quand j'ai voulu remonter cette expédition en 2021, je l'ai proposé à Jean-Sébastien Knotzer, qui est un professeur de l'école des guides de l'ENSA à Chamonix, avec qui je travaille puisque je suis aussi professeur à l'école des guides. Donc on a monté cette expédition avec l'idée d'avoir chacun 5 clients. 5 clients, c'est un chiffre qui est important parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en altitude, l'organisation des camps, on est dans des tentes de 3 personnes, donc ça veut dire que si un guide a 5 clients, c'est 2 tentes de 3, et donc ça fonctionne très bien en termes de portage de poids, en termes de gestion de nourriture, de gaz et ainsi de suite, et même en termes de cordées, 2 cordées de 3 en Himalaya, c'est ce qui fonctionne presque le mieux. Il s'est avéré que 6 mois avant le départ, tout était commençait à être bien calé, organisé, et Jean-C m'a demandé si son fils, Tristan, jeune guide, pouvait se joindre à l'expédition. Ça a été une partie de doute pour moi parce que un trinôme commence à être compliqué à gérer en termes de discussion, en termes de prise de décision. Et puis il y a l'autre chose qui basculait en faveur que Tristan vienne, c'est aussi, je trouvais ça beau qu'un père et son fils, tous les deux guides, puissent vivre une expédition ensemble. Donc voilà, tout le monde se retrouve à Katmandou. On est le 29 septembre 2021. On est au Norbulinka Hotel et il n'y a personne dans Katmandou. Donc ça, c'est une ambiance assez incroyable. J'ai jamais vu Katmandou dans cette ambiance-là. C'est à la fois inquiétant et à la fois c'est beau parce que c'est vrai que c'est un Katmandou qu'on ne connaît pas d'habitude. Et le lendemain, on prend les 4x4, on prend la route pour Pokhara, donc la deuxième ville de Katmandou. Il y a à peu près 200 km, mais avant Pokhara, la route tourne sur la droite, on rejoint un autre village qui s'appelle Beshishahar, et puis Boulboulé, et où on va changer de 4x4, on va prendre des 4x4 plus puissants, et on va remonter jusqu'à Darapani. C'est un petit village qui est sur le tour des Annapurna, à la confluence entre la vallée qui monte sur le Manaslu et la vallée qui monte sur Manang, qui est le tour des Annapurna, quoi. Donc là, on se pose, on arrive tard, on est 9h du soir parce que les derniers kilomètres ont été durs et il pleut. C'est une ambiance pas terrible, un peu qu'on pourrait caractériser de glauque. Et moi, j'adore ça parce que c'est des moments qui sont assez mystérieux. C'est des moments où inévitablement chacun part pas faire sa photo à droite à gauche. Ça se resserre entre nous. On a un peu froid. Et puis c'est parti. Justement, on se suit, on est tous ensemble et il y a une vraie cohésion et qui est intéressante parce que c'est vraiment le cœur de l'acclimatation. L'acclimatation, c'est augmenter son taux de globules rouges dans le sang, mais ça c'est de la physiologie. Mais l'acclimatation, c'est surtout se donner envie ensemble d'aller vers le sommet. On va monter jusqu'à Bimtang, qui est un joli endroit, qui est le premier alpage avant de passer dans le monde minéral de l'Himalaya. C'est les dernières prairies et c'est une cuvette qui est au pied du Pambari, de notre sommet, mais sur le versant sud. Donc le versant sud, c'est des piliers qui font presque 2000 mètres de haut, qui sont raides, et on est face à ces piliers, dans ces prairies, et c'est un très beau lieu pour s'acclimater. Là, on va rester 2 jours et demi à se poser, à faire des allers-retours pour se préparer, parce que les jours d'après, on va passer un col à 5400 mètres.
On est dans la phase d'acclimatation et c'est vraiment une phase qu'il faut bichonner, qu'il faut être au millimètre près, être attentif. Quelqu'un qui accélère un peu trop, qui boit pas assez, qui mange pas, qui dort mal, il faut être vraiment attentif et c'est notre rôle de guide. C'est notre rôle autant de vérifier le physique, mais aussi la motivation, le mental, se dire pourquoi quelqu'un il s'isole, il reste dans son coin, il parle pas, ou quelqu'un au contraire qui prend trop de place dans le groupe, qui envahit tout le monde. Et notre rôle de guide, c'est d'être attentif à tout ça. On va passer le col, ça va bien se passer. Tout le monde passe sans souci. On va redescendre se reposer de l'autre côté au village de Samdo. On arrive au camp de base. Le camp de base, il est à 4600 mètres d'altitude. Il y a une décision à prendre, c'est un peu la stratégie d'ascension. L'itinéraire qu'on a choisi, c'est un itinéraire assez extraordinaire parce que je pense que c'est assez unique au Népal. C'est un des rares et seuls sommets, à ma connaissance, où on peut skier du sommet jusqu'à la fin de la neige sans déchausser, sans mettre de crampons. Moi, j'avais prévu 3 camps d'altitude pour que l'ascension ait le plus de chances de monter le maximum de personnes au sommet. Et puis en fait, le routeur météo, donc Jan Gizendaner, qui est ingénieur météorologue à Chamonix, va nous envoyer un SMS en nous disant que dans 8 jours, il y a une grosse tempête qui va arriver avec potentiellement 1,50 m de neige. Il faut qu'on prenne une décision et pour avoir des chances de réussir le sommet. On a 8 jours, sachant que 8 jours c'est court, et puis surtout le 8e jour il neige. Donc ça veut dire que le sommet on ne peut pas le faire ni le 8e ni le 7e. Il faut qu'on le fasse au maximum le 6e jour, quoi. Et monter à presque 7000 mètres en 6 jours, ça se fait, mais ça veut dire qu'il faut avancer, il faut équiper les camps, quoi. Donc on va faire un premier portage jusqu'au camp 1, au départ de la neige. On va aller installer le camp 2. Le camp 2 se situe à un plateau, en haut du plateau sommital. On va rester là-haut et on va faire des petits allers-retours pour finir de s'acclimater et puis se dire, voilà, on fera le maximum pour aller vers le sommet. Le first deposit à 5007, c'est trop beau. Jeff là il arrive vaillamment. On en chie quand même, hein. Camp 3, enfin non, camp d'altitude, les pommes barrées là-bas. Voilà, on est bien défoncé. On va faire une mauvaise nuit là-dedans. Malheureusement, c'est clair qu'on aurait eu 2-3 jours de plus. Je pense que beaucoup de personnes du groupe seraient montées. Là, le temps est très court. Il y a des personnes qui ne sont pas assez acclimatées et qui sont obligées de redescendre, quoi. Donc, au dernier camp, on se retrouve à 10 personnes quand même. Et on va partir à 10. Non, dès le lendemain, il y en a 2 qui vont redescendre parce qu'ils ont passé une mauvaise nuit. Et on va partir, le reste du groupe va partir vers le sommet. Le sommet, il est loin, hein. Il y a un plateau qui fait plus d'1 kilomètre à traverser. Ça fait de la distance à ces altitudes. Et puis surtout avec l'acclimatation qui n'est pas complètement finie pour tout le monde, il y en a certains qui vont faire demi-tour. Donc finalement, on va se retrouver plus qu'à 4 pour être au sommet. Il y aura Jean-Sébastien Knotzer, il y aura Loïc Renard et Gilles Cizelet et moi. C'est une journée assez magique, parce que on sait qu'il va faire mauvais derrière et à la fois il fait grand beau, il n'y a pas un nuage au ciel et il n'y a pas de vent et c'est des moments où le temps s'arrête quand on arrive là-haut. Ça fait des heures et des heures qu'on évolue sur les pentes sud-est et puis d'un coup on bascule sur cette vue, sur cette face qui est très 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 raide sur l'autre côté, celle qu'on voyait depuis Bimtang quand on est monté pendant le trekking. Donc il y a l'impression d'arriver sur une arête et puis boum, tout plonge derrière. Et puis il y a surtout ce paysage qui est en face de nous. On est sur la frontière du Tibet et notre regard il va depuis les Dhaulagiri on aperçoit au loin le Shishapangma, le Choyu. Donc ça c'est les hauts sommets qui dépassent de tout. Et puis après des myriades de sommets, le Tilicho, tous les Annapurna, l'Annapurna 4, l'Annapurna 3.
On est tous les 4 là-haut. Moi, j'ai particulièrement énormément aimé ce moment-là. Jean-C a été une locomotive ce jour-là. Il est parti en mode je tracte, donc pas en cordée, mais en mode j'avance. Et le fait d'être devant, ça donne de l'aspiration pour les autres. Et je pense que Loïc et Gilles, le fait de voir quelqu'un qui est toujours devant, ça a fonctionné. C'était vraiment un mode locomotive. Et par contre, 30 mètres sous le sommet, Jean s'est arrêté, nous a attendus et avec toute sa grande classe a laissé passer devant Gilles et Loïc pour finir au sommet. Donc c'était un beau clin d'œil de sa part. Il faut faire l'effort là, jusqu'au col. Au col, il y aura le Tibet à notre droite. Et après, il faut monter là-haut. Et notre camp, il est tout là-bas. Il est là, le Pambari. En haut là, on dirait un gros Mont Blanc avec cette arête des bosses. C'est sûr qu'on arrive au sommet, il y a cette joie d'être là-haut et on ne peut pas la dissocier aussi des copains qui sont restés en bas, des gens avec qui depuis des mois on rêvait d'être là-haut. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais je dirais presque heureusement qu'il se passe parfois ça dans les expéditions, parce que si on était tout le temps sûr de réussir, je ne sais pas si ça serait aussi passionnant les expéditions. Moi, au retour de cette expédition qui a été quand même intense, c'était pas forcément intense techniquement, mais c'était intense humainement, dans le sens où il fallait que tout fonctionne pour essayer de pousser pour aller vers ce sommet. Et puis inévitablement, cette première à ski laisse des traces au fond de soi-même, parce que c'est rare qu'on fasse des sommets où on skie depuis le sommet jusqu'à la fin de la neige non-stop. Ouais, doucement, hein. J'ai pas peur. Hein. Super. Profites-en. Ça faisait 3 ans que j'avais pas refait d'expédition en Himalaya, et en fait je m'aperçois que le goût de l'oxygène rare, le goût de ces lumières d'altitude m'avait manqué, et je réancre encore plus au fond de moi-même que c'est quelque chose que j'aime particulièrement beaucoup, et que c'est même si le ski à travers le monde, comme j'ai pu le faire ces 15 dernières années, a été quelque chose qui m'a beaucoup porté, cette haute altitude me galvanise aussi mon envie, quoi. Et elle me galvanise mon envie, pas forcément sur le chiffre, mais sur le goût d'aller continuer à découvrir le monde de ces hautes vallées, ces hautes explorations. Replonger dans cet état d'esprit d'aller naviguer dans ces vallées peu ou pas connues, essayer de comprendre aussi comment elles évoluent géomorphologiquement avec l'évolution des montagnes à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui va me porter ces prochaines années pour aller continuer à découvrir le monde. Il y a aussi certains pays qui se sont fermés, qui se sont réouverts, et qui laissent place à des lieux à aller soit redécouvrir, soit découvrir, mais des lieux où l'industrie des expéditions n'est pas encore venue. Je laisserai la part belle à tout ce monde de la haute altitude industrialisée, et qui est pour moi presque une certaine déchéance de l'être humain de transposer les stades qu'on a dans les villes pour les rapporter en haute altitude. Je les laisserai à ces personnes-là pour continuer à aller découvrir ces hautes vallées un peu perdues ou à redécouvrir, quoi. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.